Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de K-News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, ça y est, la période estivale de la chaîne YouTube KUTV est arrivée. Alors si je vous dis ça, eh bien c'est parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je suis déjà parti en vacances. D'ailleurs, je suis parti depuis vendredi qui précède la sortie de l'émission. Donc ça veut dire qu'entre vendredi et mercredi, s'il s'est passé des grosses news en escalade, des petites dingueries, eh bien je n'ai pas pu les traiter. Ceci étant, pas d'inquiétude, on traitera tout ça au retour des vacances qui se déroulera fin août ou début septembre. Dans 2 semaines, il n'y aura pas de Caillou News, je le rappelle, je vous ai prévu une petite vidéo pour remplacer ça, un genre de Parlons Caillou, analyse statistique sur les compétitions, vous verrez, ça va être sympa. Et en attendant, aujourd'hui, eh ben, on a quand même pas mal de grosses news à vous partager, notamment d'un point de vue escalade, les résultats des championnats du monde jeunes qui se sont déroulés à Arco en Italie, et d'un point de vue un petit peu plus politique, polémique, la suite du feuilleton sur le vote de la suspension des fédérations russes, biélorusses et israéliennes par World Climbing, mais aussi la mise en redressement judiciaire du groupe Climb Up. Vous allez voir, on parle de tout ça, on est parti. News numéro 1, il y a 2 semaines, je vous parlais d'une assemblée générale extraordinaire organisée le 23 juillet par la Fédération internationale World Climbing. Son but, voter pour ou contre la suspension de 3 fédérations nationales engagées dans un conflit, la fédération russe, la fédération biélorusse et celle dont le vote cristallisait toutes les critiques, la fédération israélienne. Ce vote, il était donc extrêmement attendu, cité par tous les médias d'escalade depuis des semaines, scruté par les organisations militantes, et pourtant, eh bien, il n'aura jamais eu lieu. En effet, début juillet, World Climbing reçoit une motion de la part de la fédération chypriote. Alors pour la définition, une motion, c'est simplement un texte proposé par un ou plusieurs membres de l'assemblée qui vise à proposer un débat ou un nouveau vote. Dans celle-ci, le président de la fédération chypriote demande à World Climbing de renoncer à procéder aux recommandations proposées concernant la suspension des fédérations nationales et de s'aligner tout simplement avec la charte olympique revue quelques semaines plus tôt et dont on a parlé dans le dernier épisode. C'est-à-dire réaffirmer la neutralité politique de l'organisation tout en débannissant les Russes et les Biélorusses et en ne sanctionnant pas les Israéliens. Mais ce n'est pas tout, car quelques jours plus tard, la fédération australienne et la fédération américaine déposent elles aussi leurs propres motions qui soutiennent celle de la fédération chypriote. Résultat, les fédérations sont prévenues 24 heures avant, les motions sont fusionnées par World Climbing qui les présente en premier lieu lors de l'assemblée, la motion unifiée est adoptée et aucun vote n'aura finalement lieu. Ou plutôt, si je suis mauvaise langue, il y a bien un autre vote si ce n'est la mention qui s'est déroulée durant cette assemblée extraordinaire. Parce que dans leur communiqué post-assemblée, World Climbing précise que les fédérations ont par contre bien voté le texte ratifiant officiellement le nouveau nom de World Climbing à la place de International Federation of Sport Climbing, ou plus communément IFSC. Ah, mais vous imaginez le nombre de poils aux couilles qu'il faut pour prendre part à des votes aussi engagés ? Bon, blague à part, cette annulation de vote a évidemment provoqué un tollé dans la presse qui s'est également interrogé d'un autre fait surprenant, la présence de Pierre Ducret, directeur des sports du Comité international olympique, qui était là selon World Climbing pour rappeler la position du CIO sur la neutralité politique. C'est fou, on pensait que World Climbing avait pris ses responsabilités, avait écouté sa communauté et avait permis aux fédérations membres de s'exprimer sur le sujet, à minima. Et à la place, on obtient un simulacre de vote avec un mec qui vient expliquer juste avant le vote sa position à lui et qui, je le rappelle, décide quand même du sort de l'escalade aux Jeux Olympiques. Bref, une issue vraiment dommageable, surtout que finalement, cette annulation de vote, elle entache bien plus l'image de la fédération que n'importe laquelle de ses issues. Avec l'organisation du vote, World Climbing avait montré son implication sur des sujets engagés auprès de la communauté, et finalement avec ce refus d'obstacle, on a juste l'impression que World Climbing n'est qu'une fédération comme les autres, esclave des pressions extérieures qui pèsent sur elle. News numéro 2, ça y est, la trêve estivale de compétition est arrivée, mais avant de retrouver les championnats d'Europe de difficulté fin août à Laval, il restait encore un énorme rendez-vous de la scène internationale qui se jouait en cette fin juillet, les championnats du monde jeunes à Arco en Italie. Et la première chose à dire sur ce championnat du monde, eh bien c'est que World Climbing avait mis le paquet sur la diffusion. Des split screens, des graphiques impeccables, Matt Groom au commentaire, très clairement, la compétition aura mis une énorme claque au championnat d'Europe, pourtant senior, qui se déroulait à Barcelone durant le début de l'événement. Alors bien sûr, c'est un petit peu compliqué à suivre dû à la multitude de catégories présentes, et il faut être pas mal passionné pour regarder, mais c'est vraiment très cool de voir que World Climbing a envie de pousser la visibilité des événements jeunes. Bon, maintenant on va passer aux résultats, et pour les résultats, on va se concentrer uniquement sur les grosses performances françaises. D'abord en bloc femmes U19, Louise
Louise Poichazid, la plus grande chance de médaille de la délégation tricolore dans ces championnats, aura répondu présente en accrochant un podium derrière l'allemande Paula Mayer-Vordelfer et l'américaine Annalise Van Hoang. Ensuite en vitesse homme U17, belle surprise française avec Min Long Nguyen Angelo qu'on n'attendait pas aussi haut dans le classement et qui pourtant réussira le petit exploit de s'immiscer jusqu'en finale avec des runs pas forcément records mais constants. Il ne pourra ensuite rien faire contre le nouveau champion du monde jeune, le chinois Mingyi Zhu en finale, mais repart avec la plus belle médaille de la semaine pour les Bleus. Et oui, car à côté de ces deux très belles prestations, 2026 était clairement loin d'être un très bon cru français. En termes de médailles, la France termine avec seulement 2 breloques contre 4 pour l'année dernière à Helsinki, 2 médailles de bronze en moins, mais surtout en termes de représentation en finale, l'équipe de France ne comptait que 6 finalistes dans les 12 catégories de ces championnats, contre 11 l'année dernière à Helsinki, soit quasiment moitié moins. Au classement avec les autres nations, si la donne est serrée, la France termine à la 9e place, égalité avec l'Italie et très loin des 3 mastodontes asiatiques, Japon, Chine et Corée, qui auront de grandes chances de dominer le circuit compétitif dans les années à venir. A noter également la belle 4e place de la Suisse, alors que le Royaume-Uni ne fait même pas partie du classement. News numéro 3, et c'est l'une des infos chocs de la semaine, le groupe Climb Up, l'un des mastodontes du secteur des salles d'escalade en France, a annoncé mercredi dernier que sa holding Climb Up Investment, ainsi que 4 de ses sociétés d'exploitation regroupant 5 salles, Cergy, Paris-Aubervilliers, Caen, Orléans et Mulhouse-Wittenheim, allaient être placées en redressement judiciaire. Papa, ça veut dire quoi un redressement judiciaire ? Eh bien fiston, une entreprise qui est en redressement judiciaire, c'est une entreprise qui est en situation de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus payer soit ses charges, soit ses dettes avec sa trésorerie actuelle. C'est comme quand on faisait du camping parce que maman dit que t'as pas un vrai métier ? Enfin, ce qui est sûr, c'est que le marché des salles d'escalade n'était pas au beau fixe. Cela fait plusieurs années qu'on observe la fermeture d'un grand nombre de salles d'escalade à travers le pays, dont certaines étaient des institutions pourtant notables de leur région, comme Vertical Art à Bron près de Lyon, ou encore récemment le CMC Mulhouse, réputé pour être le mur d'escalade le plus haut de France. Et même chez Climb Up, déjà en 2025, François Petit, fondateur du groupe, reconnaissait dans une interview accordée à Vertige Média une baisse du chiffre d'affaires de 3%, accompagnée d'une inflexion depuis fin 2024, mais aussi d'une baisse de fréquentation courant 2025. Ajoutez à cela de nombreux prêts à rembourser suite au Covid, puis des épisodes de grève du personnel à répétition, et maintenant les canicules de cet été 2026 qui ne vont probablement pas arranger les chiffres de la fréquentation, et vous obtiendrez une situation de crise sans précédent. Mais alors, qu'est-ce que ça implique concrètement, me direz-vous ? Eh bien, cela veut dire que ces différentes sociétés vont maintenant être accompagnées par un mandataire judiciaire pour une période d'observation qui a été définie à 6 mois pour voir si un plan de redressement peut aboutir. Ouf, à mon avis ça va te vendre des carnets de 10 de manière assez insistante à l'accueil. Bref, à la fin de la période, si aucun plan n'est trouvé ou n'est jugé satisfaisant par le mandataire, eh bien les options les plus probables seront un rachat partiel ou total des entités ou tout simplement une liquidation des sociétés. Et tout le monde, vous savez quoi ? Venez, on se fait un kiff. Si dans les 6 prochains mois, j'obtiens plus de 10 millions d'euros de dons sur la page Tipeee de la chaîne YouTube Caillou TV, le lien est en description, je rachète toutes les salles Climb Up, j'enlève toutes les cordes, j'achète pour 3 mètres de profondeur de boules de piscine à boules et on se fait une méga soirée free solo à Climb Up Aubervilliers. Qui est chaud ? Qui est chaud ? Alors bien évidemment, dans son communiqué, Climb Up se montre loin d'être défaitiste, parle de rebond et présente la procédure comme une démarche de gestion responsable et d'une nouvelle étape du développement du groupe. Enfin bien sûr, de tels propos venant à la part du groupe concerné, ça vaut pas grand chose, et il faut pas se leurrer, si Climb Up est pas encore dans une impasse, cet indicateur il est assez évocateur sur l'état du marché des salles d'escalade, et ça on peut se demander jusqu'où ça va se poursuivre. News numéro 4, et il y a une semaine et demie se déroulaient les championnats panaméricains d'escalade à Salt Lake City aux États-Unis, une compétition qui se voulait être le pendant outre-Atlantique de nos championnats d'Europe, la réalisation par une équipe de stagiaires de 3e en moins. Fais pas le con GG, il te reste plein de trucs à vivre, et encore les championnats d'Europe de Laval dans un mois, tu pourras faire mieux. Enfin, concernant les résultats en difficulté, c'est Jessie Grupper qui était de retour au top de son pays, en l'emportant après avoir dominé la concurrence tout au long de la compétition. Chez les femmes, petite sensation, alors que c'est l'Argentine Valentina Aguado qui l'emportera en finale, ayant topé la voie tout comme sa rivale brésilienne Anja Koller, mais avec un meilleur classement de demi-finale. En vitesse, en l'absence de la superstar du continent Samuel Watson, c'est Zach Hammer qui l'emportera chez les hommes, sans rencontrer de réelle résistance. Chez les femmes par contre, si Emma Hunt était bien présente,
la nouvelle recordwoman du monde tombera dès les quarts de finale après une grosse erreur dans son run. C'est donc Piper Kelly, sa compatriote, qui prendra le relais en s'imposant assez facilement dans la suite de la compétition. En bloc, c'est encore une américaine qui l'aura emporté avec Melina Costanza, seule grimpeuse à 3 tops qui devance sa compatriote Nekaya Sanders et la canadienne Anna Kelly. Enfin, pour terminer chez les hommes, même scénario avec l'américain Oji Ishii qui l'emporte avec 3 tops devant son compatriote Elijah Finn. Et dans le reste des news, la semaine dernière, Max Berton, le grimpeur français, a lancé sa chaîne YouTube avec une première vidéo pour débriefer sa Coupe du Monde de Chamonix. Et attention, parce qu'avec la personnalité sans filtre et bien déjantée de Max, ça promet. Entre interaction avec son père, anecdotes et montage ultra professionnel, comme on atteste d'ailleurs ce titre avec une faute de frappe à qualification au bout de 31 secondes, la vidéo est vraiment pépite. Enfin, blague à part, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce petit monde de l'escalade française se mettre à la vidéo YouTube. Les autres pays nous envient et nous on profite, le lien est en description. Toujours dans le reste du news, petit contenu assez loufoque que je voulais vous partager aujourd'hui avec le compte Instagram Vono7art, un artiste sculpteur qui se sera lancé un défi assez particulier, réaliser une sculpture de la tête du grimpeur Adam Ondra, mais le tout en grimpant et en ne s'autorisant des repos qu'en coincé de genoux. Alors bon, Vono aura quand même dû arrêter l'exercice et le finir chez lui après 2h10 de grimpe non-stop, mais bon, comme je respecte la folie, ça vaut bien un petit partage. Et on parlait d'Adam Ondra, et bien le Tchèque est décidément devenu un véritable bloqueur dans l'âme, après sa première réalisation en 9A avec Soudain Seul il y a un an, et ses 4 flashs en 8 blocs, cotation la plus haute jamais atteinte dans ce style, le grimpeur tchèque vient de réaliser une autre performance assez dingue dans le Val d'Aon en Italie, le flash de 4 blocs côté 8B en seulement 3h30. Alors malheureusement le Tchèque semblait y être allé un peu les mains dans les poches, donc on n'a pas de vidéo YouTube sur le sujet, et c'est pour ça que je n'en fais qu'un reste des news, mais vous pouvez quand même aller voir les vidéos de ces 4 enchaînements sur son profil Insta. Et puisqu'on parle des meilleurs grimpeurs flash au monde, l'allemand Alex Megos, actuellement en voyage en Australie, vient de réaliser le flash de la voie Baby Cakes 9A sur le site de Nora. Il s'agit de sa 3e ascension flash dans cette cotation, lui qui n'est battu dans ce secteur que par un seul autre grimpeur, le Tchèque Adam Ondra. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec la grosse croix du français Antoine Girard sur le site de Rocklands en Afrique du Sud avec Living Large 8C+. Et oui, après des années à arpenter le site, Antoine se sera enfin attaqué au highball mythique de Rockland, un bloc libéré par nul autre que le finlandais Nalle Ukateival en 2009 et rarement répété à cause de son engagement. D'ailleurs, pour se prémunir d'éventuels déconvenus, Antoine aura, comme tous les précédents répétiteurs, d'abord travaillé les mouvements à la corde sur 4 sessions avant d'attendre les bonnes conditions pour tenter depuis le sol. À ce moment-là, il lui aura encore fallu 4 essais jusqu'à l'enchaînement, dont une erreur à la toute fin du bloc, lui offrant une chute de 8 mètres, heureusement sans conséquence. Et on continue avec l'italien Giovanni Plassi, de passage en France sur le site d'Entraigues, qui enchaîne la moustache qui fâche 9A+, avant de réussir le flash de Sankukai 8C+, puis d'enchaîner la voie Condé de Choc 9A. Un bien beau petit séjour de 3 jours pour l'italien qui aura profité de l'étape de Chamonix pour s'offrir une petite parenthèse dans le Briançonnais. Après avoir enchaîné la moustache qui fâche en seulement 3 essais, Giovanni aura jeté son dévolu sur Sankukai, une voie que son frère venait d'enchaîner et sur laquelle il voulait tenter un essai flash. D'ailleurs, à ce sujet, il précise que son flash n'est pas totalement pur, alors que Sankukai partage la même introduction que la moustache qui fâche en 6C+. Un passage court suivi d'un repos total qui, selon lui, n'affecte pas la logique du flash. Enfin, suite à cela, malgré la fatigue et le manque de peau, Giovanni aura donné un dernier baroud d'honneur pour enchaîner Condé de Choc avant de mettre quelques essais dans un projet en 9B jamais enchaîné. Et on continue toujours à Entraigues avec Pierre Marzullo qui coche lui aussi la voie La Moustache qui fâche 9A+, avant d'ajouter The Famous Gem 9A sur le site de la Somme à son palmarès. Comme beaucoup, Pierre aura profité de la Coupe du Monde de Chamonix pour aller grimper dans la région du Briançonnais plus au sud, et bien lui en aura pris. Pour lui, il retient surtout son 2e enchaînement sur The Famous Gem, déjà pour l'esthétique de la voie, bien supérieure à La Moustache qui fâche, mais aussi puisque dans le run d'enchaînement, Pierre aura improvisé en effectuant un double dino afin d'éviter 2 IP. Concernant ses futurs objectifs sur falaise, Pierre attend maintenant la fin des compétitions et notamment les championnats d'Europe de Laval fin août pour aller se mettre sérieusement dans un projet en 9B. Et on continue avec Marta Palou qui enchaîne la voie Persistencia de la Gioconda 9A sur le site de Rodayar en Espagne. Il s'agit de son 2e 9A pour la grimpeuse espagnole, un mois seulement après son premier. En effet, Marta avait déjà enchaîné début juin la Gioconda 9A, une voie qui partage justement sa conclusion avec son enchaînement du jour, d'où l'écho dans son nom. Suite à cet enchaînement, Marta avait entamé un autre projet, mais après s'être blessée à la cheville, elle aura cherché une voie plus adaptée pour être moins gênée, ce qu'elle aura trouvé avec Persistencia de la Gioconda. Et on continue avec l'enchaînement
enchaînement de pornographie 9A par la Slovène Janja Garnbret sur le site de Seus en France. Et décidément, la Slovène semble avoir pris goût à la falaise. À peine 2 mois après son enchaînement de la mythique bibliographie 9B+, Janja était déjà de retour pour enchaîner rapidement la voie pornographie 9A. À part ça, Janja ne donne pas beaucoup plus de détails sur son trip, mais les photos semblent dire qu'elle aura mis des essais dans la voie Rastaman Vibrations côté 9B. Et on termine maintenant avec le tchèque Pepa Schindel qui coche Affinita Elitive 9A+, sur le site de Capanabil en Italie. Une voix que Pepa décrit comme frankenmuresque avec un style très évocateur de la région allemande. En effet, celle-ci commence par une section en 8B/+ sur Pocket qui continue sur un 8C+ d'endurance physique avant d'atteindre la dernière partie en 9A et le tout 55 mètres au-dessus du sol. Un véritable défi d'endurance donc, alors que Pepa annonce avoir passé 1h30 sur le mur lors de ses premiers essais afin de tout bien comprendre. Derrière, il ne lui aura fallu que 45 minutes sur son enchaînement qu'il aura réalisé sur son 3e jour et 6e essai. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, un grand merci à vous de l'avoir regardé. Moi, je vous dis maintenant bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée pour le prochain épisode de Caillou News. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à soutenir la chaîne de toutes les façons dont vous pouvez, en la partageant autour de vous, en laissant un j'aime, un commentaire et en vous abonnant, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!